Et rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace correspondant au site mécaniqueuniverselle.net selon lequel l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'unité humaine. Donc, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et le moment où nous atteindrons cette perfection, il y a toute l'évolution que nous avons fait, pratiquée jusqu'à aujourd'hui. On peut voir où nous en sommes. Et si on prolonge l'ensemble des progrès que nous améliorons, la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, même si on a l'impression que c'est l'inverse, en réalité, voilà, là on commence à rentrer dans une évolution écologique, parce qu'on vient de prendre conscience de tout le drame que notre évolution inconsciente a engendré. Mais bon, voilà, c'était le moment, c'est comme ça. Et puis la maîtrise progressive du questionnement, c'est-à-dire d'où venons-nous, qu'est-ce qu'il y avait avant cette création, avant cet univers, comment cet univers s'est créé, qu'est-ce que c'est que cet univers, de quoi il est composé, est-ce que nous appartenons, est-ce que nous sommes composés de cet univers, oui, selon moi, etc. Et où nous allons, donc ce à quoi cherche à répondre mon site mécaniqueuniverselle.net. Nous allons vers cet état d'ultime perfection, qui est une perfection spirituelle. Mais évidemment, il faut que les conditions extérieures s'y prêtent pour un état de contemplation, un état d'éveil, de sérénité, de sagesse. Il faut que le monde ait atteint techniquement aussi cette, la, un état qui nous permet de pouvoir vivre. Parce qu'évidemment, si c'est le chaos, c'est pas possible. Donc il faut que nous ayons atteint un état technique de perfection. Voilà, alors je continue ma lecture de cet ouvrage. J'utilise un petit peu de temps en temps des ouvrages que je rencontre. Et là, j'ai trouvé ce bouquin, René Jean Dupuy, à l'armée du salut, L'humanité dans l'imaginaire des nations. C'est l'évolution de l'idée d'humanité dans l'humanité. Depuis un siècle, on pourrait dire, l'idée d'humanité a pris corps dans l'humanité, avec les organismes que nous avons créés au XXe siècle, l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ensemble des nations, l'UNESCO qui s'occupe du patrimoine, etc. Toutes les organisations qui s'occupent de la santé, du commerce, du travail, etc. Voilà. Donc on a constitué déjà ces, ces, ces structures. Il faut maintenant qu'on parvienne à les rendre parfaites. Et voilà, on pourrait comparer l'ONU, par exemple, à la naissance de l'aviation. Ben, au début, ça balbutie, les premiers avions, c'était des courageux d'ailleurs. Hein. C'était des courageux aussi qui ont imaginé et bataillé pour créer l'ONU, pour créer ces structures. C'était la même chose, c'était des aventuriers, voilà, des aventuriers. Comme pour l'aviation, ils ont commencé à faire des avions, puis à commencer à voler 10 mètres, puis se casser la figure, puis faire 50 mètres, puis 100 mètres, etc. Jusqu'au moment où l'aviation a atteint le
degré où nous en sommes, qui est pratiquement parfait, quoi. Hein. Voilà, c'est presque un des moyens de transport les moins dangereux, etc. Donc on est arrivé à presque un état de perfection. Et il est probable qu'on atteigne un état éventuellement de perfection. Mais enfin voilà, l'ONU c'est la même chose. On pourrait le considérer en 1900 de l'aviation, ou en 1910 ou 1950 de 1910, oui, de l'époque en comparaison avec l'époque de l'aviation. Voilà. Et donc, il est destiné à atteindre sa perfection, ces organismes universels. Donc, je continue. Alors, on en est dans l'humanité, maître du domaine, le patrimoine commun. Donc, on est sur le patrimoine mondial. Voilà. L'idée de patrimoine mondial et le patrimoine commun de l'humanité, la nature, etc. Tout ça, c'est en train de monter dans l'humanité. Alors, pour l'instant, ça appartient encore aux nations, etc. Mais c'est voué à devenir, l'ensemble des choses sont vouées à devenir le patrimoine mondial de l'humanité. Tout simplement parce que on ne pourra pas laisser, par exemple, au Brésil, un gouvernement décider, par exemple, de raser la forêt amazonienne ou quoi que ce soit. On voit bien que maintenant, on est tellement interdépendants et on est devant un problème tellement majeur, le problème euh, du changement climatique voilà, les problèmes écologiques sont tellement intenses que l'humanité va réquisitionner, en somme, faire passer le patrimoine national vers le patrimoine mondial. Et c'est en cours. Alors ça mettra peut-être un siècle pour y arriver, mais l'humanité, elle n'est pas pressée. Entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, il y a eu des millions d'années, et voilà. Et puis, ça fait, euh, ça fait longtemps que nous sommes en progression, dans l'idée de progrès. Alors, je continue ma lecture. Un mythe prophétique. L'humanité n'étant... Alors donc, je lis la fin de la phrase dernière. Outre qu'il est toujours délicat de transposer dans le droit international une théorie du droit interne, celle du domaine public a une signification technique, alors que le patrimoine commun repose sur une valeur mystique et plus précisément messianique. Un mythe prophétique, l'humanité n'étant pas seulement celle des contemporains et étant déjà porteuse de ceux qui viendront, c'est ça qui est très intéressant. Donc l'idée d'humanité, elle ne concerne pas que nous et les hommes qui sont passés, qui ont construit ce que nous sommes, qui grâce à eux, d'une manière ou d'une autre, simplement en donnant leurs ovules ou leurs spermatozoïdes à la progression de l'humanité, à faire que nous sommes tous les descendants des humains qui vivaient il y a 300 000 ans, etc. etc. Donc, ouais, et eux, ils ont travaillé à l'humanité comme... mais l'humanité, ça n'est pas que ce qui est passé et ce que nous sommes, c'est aussi ce qu'elle devient. Et là, c'est énorme, cette idée, parce qu'en fait, ça inclut et ça rentre tout à fait dans le travail que je fais sur la mécanique universelle. L'humanité n'étant pas seulement celle des contemporains et étant déjà porteuse de ceux qui viendront, le droit l'a vue comme une donnée en formation continue. Voilà, ça évolue en permanence. Et ça, c'est curieux que ça ne lui ait pas donné la vision, enfin pour l'instant, on en est à la page 225. Moi, je découvre en même temps que je lis. Hein.
Donc, mais ça ne lui a pas donné l'idée que l'humanité va vers cette perfection. Je ne sais pas, on verra dans les dernières pages, il reste une trentaine de pages, on va voir s'il avait pris conscience que l'humanité évoluait dans ce sens. Voilà pourquoi, si tous ceux qui composent l'humanité ont intérêt à affronter au mieux les questions que lui pose le présent et l'avenir, les peuples qui souffrent des temps actuels, et attendent de demain la fin de leur misère, mettent leurs espoirs dans le mythe prospectif à la base du patrimoine commun. Et il a écrit cet ouvrage en 1991. Je pense que cette vision s'est encore élevée d'un niveau. Parce que on est maintenant les peuples, il y a des peuples qui vont disparaître quasiment, qui risquent de disparaître, qui vivent dans des îles que le réchauffement climatique va impacter ou ils ne pourront plus vivre à tels endroits. Donc là, l'idée de patrimoine d'humanité, ça va devenir quelque chose d'extrêmement crucial. Et on voit à quel point tout converge pour aller vers l'unité. Même le réchauffement climatique, même le virus du Covid, tout fait sens quand on le regarde comme ça pour dire, eh ben, toute cette le pire comme le meilleur, le pire conduit au bien. Le pire comme le bien, le mal comme le bien conduit au bien en fait. Donc on a effectivement dégradé le climat, mais cela nous oblige maintenant à faire corps et à monter d'un cran sur l'escalier qui nous conduit à cette unité, à la paix universelle, à la fraternité, etc. On sera obligé à la fraternité. Si on ne peut pas y aller par la conscience, on voit que notre conscience n'est pas assez apte à décider, bon, voilà, on est posé sur cette planète, quel est notre sens? Est-ce que notre sens c'est de nous battre comme on est en train de le faire, de nous autodétruire, de vivre ce qu'on est en train de vivre? C'est une aberration quand on réfléchit un peu d'être posé au milieu de l'univers et de nous castagner. Ça montre bien à quel point nos dirigeants, les dominants, sont archaïques, quoi. Et c'est pourquoi c'est tellement important de passer sur la démocratie. Parce que les peuples ne déclarent pas la guerre, ils n'ont pas intérêt à la guerre, et ils sont beaucoup plus pacifiques. La globalité du peuple est beaucoup plus paisible que les dominants. Donc c'est légitime qu'on passe sur un système démocratique, où c'est la souveraineté des peuples. C'est le peuple qui est souverain. Voilà. Et tous ceux qui travaillent pour ces grands organismes sont des démocrates fondamentaux qui ont compris que c'est pour le peuple humain qu'ils travaillent. Voilà, donc. Alors, ainsi s'explique l'attachement des pays du tiers-monde à voir appliquer la notion de patrimoine commun à des ressources dont ils escomptent beaucoup pour leur développement, fonds marins, lune et corps célestes, orbites privilégiées, spectres des fréquences, soit qu'ils attendent une part des bénéfices d'exploitation, soit même qu'ils espèrent que leur promotion technologique leur permette de participer à leur utilisation directe. C'est pourquoi ces pays donnent leur préférence pour la gestion du patrimoine à la version organisée dont le modèle reste à leurs yeux l'autorité des fonds marins, laquelle édifie une structure de pouvoir capable de les gérer dans leur intérêt. Alors, je n'ai pas compris ce que c'est que cette autorité des fonds marins, mais ça a l'air d'être très,
très important. Il a dû travailler peut-être là-dessus, René Jean Dupuy, qui était donc juriste en droit international. Donc c'est quelque chose qui semble être extrêmement important. Moins sûr leur paraît la formule du patrimoine commun, laissé à la gestion des États, agissant chacun pour son compte. Voilà. C'est pourquoi on doit passer du national au mondial dans la gestion du patrimoine commun, évidemment. Sans doute sont-ils censés le faire dans l'intérêt de l'humanité. Et on a rencontré ce problème avec Bolsonaro et l'Amazonie, et voilà, qui disait mais ça m'appartient, la forêt amazonienne, etc. Donc on voit bien que là, on est devant un problème. Et on est devant un problème devant les dominants aussi. Hein. Les États-Unis qui sont, on va dire l'OTAN, l'Occident, qui décide de prolonger cette guerre, et les Russes qui décident de rentrer en guerre, plus l'OTAN qui décide de continuer, et au risque de l'humanité, là, l'humanité va devoir prendre une position, va devoir aussi peut-être qu'on interdira la guerre parce que d'abord ça agit sur le réchauffement climatique, ces bombardements, ces destructions, etc. Donc il est probable que l'humanité dans son ensemble soit contrainte en fait par la contrainte décide que la guerre elle n'est voilà, pas plus qu'on ne peut toucher à la forêt amazonienne, pas plus qu'on ne peut continuer les guerres ou déclencher des guerres, c'est terminé. Voilà, c'est très possible qu'on en arrive là. Sans doute sont-ils censés le faire dans l'intérêt de l'humanité, comme c'est le cas pour leur environnement ou la faune, les États. Leur souveraineté se prête moins volontiers aux contraintes, alors qu'au contraire, on attend de l'autorité internationale qu'elle mette en œuvre le bien commun d'une humanité dont les déshérités sont membres et dont ils peuvent espérer récupérer l'héritage. Ainsi, les peuples en recherche de développement en appellent à l'humanité et entendent la doter des moyens de soumettre les grands à une réglementation contraignante de nature à compenser leur puissance par plus de justice. Voilà le travail qui se faisait. Il ne faut pas oublier que l'URSS était tombée là, en 1991. C'était Gorbatchev qui était là. On allait sortir du modèle binaire capitalisme-communisme qui se bagarrait depuis 70 ans. Le capitalisme avait vaincu le communisme et donc le monde entier allait partir sur ce libéralisme qui est devenu le néolibéralisme et qui voilà, pose un problème justement dans son excès, là va obliger l'humanité à accélérer son unification, à mon sens. Voilà comment j'explique ça. Seule la construction organique du régime du patrimoine commun leur paraît répondre à cette exigence. Évidemment, c'est un fonctionnement universel qui doit évoluer. On aperçoit immédiatement que derrière les images harmonistes d'un monde rassemblé, projeté par le mythe du patrimoine commun, s'affrontent les intérêts des riches et des pauvres. Englobant l'ensemble des humains, le concept porte à imaginer la réconciliation de tous les peuples dans la propriété commune d'un domaine. De fait, on a dénoncé dans le tiers-monde cette occultation des contradictions par les grandes puissances. Voilà, il y a une contestation majeure du monde qui s'appelait à l'époque le tiers-monde, qui a évolué. On considère plus cela comme ça.
Et, mais en tout cas, il y a eu une prise de pouvoir, et là on voit que le tiers-monde, ce qu'on appelait le tiers-monde, est en train, on le voit, c'est chaque nation commence à prendre son autonomie. On sort, là, on sent qu'on est en train de sortir de l'ancien post-colonialisme, du néocolonialisme. Les pays africains n'hésitent pas à contester la toute-puissance hégémonique actuelle du moment, qui est celle des États-Unis. Ils commencent à contester tout ça. Et donc, là, il y a quelque chose, c'est là où on peut voir que la violence peut croître, évidemment. Pourquoi? Parce qu'un dominant, quand on conteste sa toute-puissance, il va dans l'excès. Naturellement, s'il est motivé par l'inconscience, il va aller dans l'excès de violence pour essayer de maintenir son pouvoir, ou voilà, il va se dégrader de façon violente. Et maintenant, la violence, c'est plus la violence des Romains. Les Romains étaient violents dans leur décadence, évidemment. Mais ils n'avaient pas la possibilité de détruire, de pousser ou de se retrouver dans un système de destruction totale. C'était pas possible. Maintenant, on est devant cette possibilité. Et donc, ça devient un souci. Il est vrai que derrière le voile rassurant du patrimoine commun, les affrontements se sont affirmés dès le début de la troisième conférence sur le droit de la mer, et qu'ils se poursuivront au sein des organes de l'autorité si elle voit le jour. Alors ça, c'est pour ça que je vous conseille, si ça vous intéresse, de vous pencher sur ce droit de la mer, sur ce droit international de la mer, le droit des fonds marins. Enfin, il doit y avoir quelque chose de très intéressant à voir derrière ça. Aussi bien, on instaure une transcendance. Les forces sociales, ces forces de la capturer. Dieu lui-même était en demeure l'objet de ces tentatives de capture. Dès lors que l'on décidait de placer les fonds marins internationaux sous une autorité dotée de pouvoirs super-étatiques, alors c'est ça, les fonds marins appartiennent à une force super-étatique, c'est-à-dire un système comme l'ONU par exemple. Considérable, se posait le problème de savoir qui la contrôlerait. Les pays industriels qui ont pour eux l'argent et la technologie, ou les pays en attente de développement qui se réclament du nombre de la légitimité démocratique qu'ils confèrent. L'humanité est elle-même l'enjeu de cette compétition, comme elle l'est dans celle qui oppose les systèmes socio-culturels, les empires, les regroupements de peuples. Il n'en reste pas moins remarquable qu'au cours de ces affrontements, le thème de la gestion des biens de l'humanité est connu spécialement pour les fonds océaniques, la Lune, le spectre et les orbites, une transcription qui ne manque pas de grandeur puisqu'elle tend à rien moins qu'à dégager la mythologie d'une humanité messianique. Alors ça, c'est incroyable parce que la Lune, alors, c'est pareil, ça serait un patrimoine commun. Il y aurait des lois qui se sont posées à cette époque-là. Ainsi s'est édifié un système culturel qui tend à placer l'humanité d'aujourd'hui sous l'emprise progressive de valeurs d'égalité et celle de demain dans la perspective de sa pérennité. La planète est le seul contour de l'humanité des contemporains. La planète est le seul contour de l'humanité des contemporains. Elle absorbe tous les peuples, mais elle n'a pas pour vocation de fixer les démunis dans leurs conditions. Bien sûr, il n'y a pas... Voilà, les démunis ne sont pas là pour rester démunis.
c'est pas le c'est pour obliger l'humanité à, grâce à notre puissance d'empathie, de sortir des injustices, de juguler les injustices, de travailler contre les injustices. La fonction égalitariste du concept de patrimoine commun débouche sur une vision universaliste. Participant de l'idée de la destination universelle des biens, il tente à regrouper l'universalité des peuples pour les faire participer à la gestion du patrimoine commun. Voilà. On est rentré de plein pied dans l'universalité. Déclarer la propriété collective, c'est rejeter le modèle antarctique d'allures oligarchiques qui en réserve le contrôle à un petit nombre d'États ayant donné des preuves de leur capacité technologique. Le système du patrimoine commun confié à une autorité agissant pour l'humanité apparaît comme démocratique. Il n'exige aucune condition des États pour être associé à la propriété commune. Voilà, on n'a pas besoin, c'est pas parce que l'Occident est en avance techniquement qu'il aurait plus de prérogatives. Et donc, on voit qu'il y a un travail de justice qui commence à être fait. Et maintenant, on est arrivé à un monde tellement ouvert qu'on ne supporte plus l'injustice. Le monde entier ne supporte plus l'injustice. Donc, les États, les dominants, ne peuvent plus abuser, ne pourront plus abuser, s'ils le peuvent encore un peu à la périphérie, pas, voilà, comme en, euh, de façon dernière, quoi, en dernier recours, parce que il y a encore un peu de rémanence, mais je pense que c'est terminé. Il n'exige aucune condition des États pour être associés à la propriété commune. En particulier, la non-appropriation du patrimoine commun se complète du rejet du critère fondé sur les capacités techniques ou financières selon la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Les activités dans la zone sont menées dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des pays en développement. Alors ça, c'est très intéressant. Les activités dans la zone sont menées dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des pays en développement. Alors, je me demande si les fonds marins, qu'est-ce qui est protégé à ce niveau-là? Parce que on sait qu'on retire du gaz, du pétrole, des forages dans les fonds marins. Alors, est-ce que on est en train de protéger ces endroits, ces espaces? Est-ce qu'ils ont été protégés? Est-ce que c'est plutôt si c'est dans l'intérêt de l'humanité, il n'y a aucune raison d'accepter, d'accorder à la Russie, aux États-Unis, à la Norvège ou quoi que ce soit qui revendiquent des parties du Groenland parce que leur sous-sol, donc sous la glace, sous les mers, leur sous-sol est gavé de matières premières. Voilà. Et une chose dont on commence aussi à voir l'avenir, c'est que, admettons, dans 50 ans, dans combien, même peut-être pas, voilà, on n'aura plus besoin d'énergie fossile. Espérons-le en tout cas, mais admettons, voilà. De toute manière, c'est quelque chose qui va se terminer, ce besoin, parce qu'on aura trouvé le moyen de tirer toute notre énergie du solaire, du vent, etc.,
voilà, des produits qui n'impactent pas la planète, etc. Donc, tout ce travail pour rendre les fonds marins appartenant à tout le monde, où personne ne peut y toucher, parce que c'est le patrimoine mondial, eh bien là, ça sera très simple d'imposer ces règles. Là, elles ne sont pas imposées parce que les États veulent piller les ressources du fonds, hein, c'est tout. Et c'est valable pour l'ensemble de la population. Mais voilà, par exemple, le gaz de schiste, il sera, ça sera des choses qui seront interdites. Parce que la planète, même si la Terre appartient, même si l'espace appartient à la France, au Canada, aux États-Unis ou à d'autres, en fait, le terrain sera le patrimoine commun de l'ensemble de l'humanité. Et c'est ça qui est vraiment important. Alors, tac, tac, tac. euh, Tous les États y ont une égale vocation à l'usage des ressources, car elle est un élément du patrimoine de l'humanité, ce qui exclut l'application de la règle du premier venu, premier servi. Voilà, c'est ça. C'est pas, c'est comme ça que c'est constitué le patrimoine aux États-Unis, à la découverte par les Indiens des colons qui arrivaient sur leur territoire, des Occidentaux. Les Occidentaux, par leur goût immodéré de la prédation, ont commencé, voilà, ils partaient, ils se sont distribués un territoire qui ne leur appartenait absolument pas. Et vraisemblablement, peut-être dans quelques siècles, le territoire il sera rendu aux Indiens qui en auront juste la, la, la gestion, mais en définitive, euh, l'espace n'appartiendra plus, sera comme il était à l'origine. Les États-Unis, à l'origine, il n'y avait pas de possession, voilà, c'était des nomades qui étaient posés dessus, qui utilisaient l'espace pour y vivre en toute harmonie et qui n'avaient pas d'idée que cet espace-là m'appartient, cet espace-là, cet espace-là, etc. Donc on voit bien que ça doit évoluer dans ce sens-là. Voilà. Je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous remercie. N'oubliez pas, si ça vous plaît, de mettre des petits avis, etc., de vous abonner et de faire circuler ces idées. À bientôt, merci.